Mon nom est Pablo Mojarowski et je suis un enseignant-chercheur ou associate professeur en terminologie anglaise au sein de la chaire Data Science and Artificial Intelligence for Digitalized Industry and Services. Le sujet d'exposé, c'est comment utiliser la détection d'anomalies, comment utiliser les profondeurs de données, le data depth, pour la détection d'anomalies. Mais tout d'abord, on va commencer par mettre en contexte qu'est-ce que c'est la détection d'anomalies, comment on la voit, comment on formalise ce problème sur un des exemples qui concerne directement l'industrie 4.0. Donc voici, vous voyez des données qui ressemblent, c'est les données simulées, mais qui ressemblent en fait beaucoup les données que j'ai eues pendant une collaboration sur une ligne de production industrielle. Et donc, ce qui se passe, il y a des pièces qui se produisent sur la ligne, il y a certaines mesures qui sont prises et en se basant sur ces mesures, on peut construire les échantillons pour pouvoir les visualiser en dimension 2. On regarde seulement 2 mesures, mais bien sûr, normalement, il s'agit de beaucoup plus. Et ce qu'on obtient normalement, c'est les points noirs. Ce qu'on voit, c'est les données, comment on les appelle, les données d'entraînement. Et dès qu'on les voit, il y a plusieurs tâches à résoudre. Donc, premièrement, déjà, dans les données, de dire s'il y a des observations abnormales ou non. Mais normalement, pendant qu'on produit, pendant que la ligne de production fonctionne, cette ligne industrielle, elle produit certaines pièces, certaines items, et il nous faut dire si les observations qui sont nouvelles, si les pièces produites, par exemple, seront les observations normales ou les observations abnormales. Si on formalise cette tâche de manière mathématique, donc on dit on se base sur l'échantillon d'entraînement qui contient, disons, une observation qui contiennent, disons, des mesures en espace euclidien de dimension D. On peut s'imaginer c'est comme une table de la base de données. Normalement, c'est un curseur qu'on doit encore rassembler souvent. Et en se basant dessus, on veut construire une fonction qui va voir une nouvelle observation dans cet espace et qui va lui attribuer un label si c'est une anomalie 1 ou si c'est pas une anomalie, voilà, 0. Souvent, on veut encore plus. On veut pouvoir aussi distinguer les anomalies, on veut pouvoir les ordonner. Donc, ce qu'on fait, on essaie d'avoir une fonction G qui rend une valeur réelle, qui va refléter le degré d'abnormalité. Par exemple, les petites valeurs vont donc dire que c'est plutôt une observation normale et les grandes valeurs vont dire que c'est plutôt une observation centrale dans les données qui est normale. Donc, ce qui se passe normalement, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui se passe très souvent aujourd'hui dans l'industrie, c'est qu'on regarde simplement mesure par mesure et on regarde ce qu'on s'appelle bounding box, c'est-à-dire on regarde tout ce qui est pour chaque mesure en bas ou en haut, on les jette, on les détecte comme les anomalies et rien de surprenant, comme ça on va détecter une partie d'anomalie, donc c'est un mécanisme qui quand même fonctionne, qui est appliqué, mais une partie de l'anomalie ne sera pas détectée. Pourquoi? Parce que justement on n'a pas pris corrélation en compte. Si on prend corrélation, par exemple, on utilise la distance, ou comme on verra plus tard, on peut l'appeler profondeur de Mahalanobis. On peut dire que ok, tout ce qui est à l'intérieur de cette ellipse est normal et tout ce qui est à l'extérieur, ce sont les anomalies. Et du coup, dans cette situation, qui est plutôt simple, ça va fonctionner. Mais imaginons, nous, une situation qui est relativement plus compliquée. Par exemple, si les pièces sont très chères et on les produit pas très souvent, si on n'a pas beaucoup d'échantillons, les anomalies sont suffisamment importantes pour perturber l'échantillon d'entraînement, ou si simplement c'est le début de production et on n'a pas encore produit cette pièce. Dans ce cas, si on va appliquer les règles, l'ellipse que j'avais ici, on verra quelque chose comme ça. Et du coup, tous les 4 anomalies seront vues comme les observations normales. Et c'est là où on peut maintenant venir au sujet que je vais présenter aujourd'hui, qui sera la profondeur de données, le data depth en terminologie anglaise, qui va justement permettre d'agir dans les situations comme ça. Donc, si on va utiliser, donc je vais bien sûr la présentation que je vais donner sera sur l'idée de profondeur de données, mais comme un teaser, on peut donner que si on va appliquer la profondeur de données, elle va dire plutôt que tout ce qui est à l'intérieur de ce contour bleu est normal et tout ce qui est à l'extérieur est abnormal. Et si après la ligne de production continue de produire des pièces et le nombre de pièces devient plus important, en fait, on revient à la même règle que
si on avait utilisé l'ellipse de Mahalanobis, même si le nombre des anomalies devient plus important, on va quand même retenir une bonne forme de cette règle qui distingue les anomalies. Donc maintenant, ça c'est grâce à la profondeur de données. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est déjà cette profondeur de données. Voilà, donc la question que s'en pose ici, dès qu'on présente les anomalies comme les données multivariées, il y a un point dans l'espace euclidien, une observation, on veut savoir la position par rapport à un nuage des autres observations. Voilà. Et on veut développer un appareil statistique qui va nous permettre de le faire malgré les plusieurs perturbances qu'on peut avoir au niveau de robustesse, au niveau de taille d'échantillon, dimension. Voilà. Mathématiquement, on peut définir la fonction suivante, la fonction qui va toujours rendre une valeur entre 0 et 1, qui va posséder certaines propriétés assez importantes et assez intéressantes, comme on le verra dans les exemples. Dépendant de cette valeur, on va dire que si les valeurs s'approchent à 1, c'est l'observation qui est très normale, ou si la profondeur d'une observation va s'approcher à 0, on va dire que c'est les observations qui sont plutôt les anomalies. Je ne vais pas focuser, il s'agit de méthodologie plutôt statistique, je vais vraiment focuser de cette webinaire sur les parties statistiques qui se décrit comme plutôt en utilisant un vecteur aléatoire en espace en linéaire de certaines dimensions. On va regarder directement un exemple de cette type, comment on peut définir cette fonction de profondeur. Donc, un exemple classique, c'est si on a notre échantillon d'entraînement pour un point pour lequel on veut savoir si ce point est normal ou abnormal, ce qu'on va faire, on va projeter toutes les observations d'échantillons sur certaines directions et on verra combien d'observations au minimum peuvent être de l'autre côté d'un hyperplomb qui contient la projection d'observations pour lesquelles on va vérifier si c'est observation normale ou non. Bon, pour le rendre plus simple, je vais plutôt montrer les dessins, comme ça deviendra plus clair. Donc, on veut savoir, par exemple, la profondeur de données de ce point rouge. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher un demi-espace qui contient le nombre minimal des points dedans. Et ce demi-espace, dans notre cas, ça sera demi-espace qui contient 13 points. Donc, la profondeur de ce demi-espace sera 13 divisé sur 161. Et ça sera la profondeur de ce point rouge. Cette profondeur, elle est non paramétrique. Je n'ai pas mis les hypothèses sur les distributions. Je n'ai pas demandé les paramètres. J'ai simplement pris en compte certaines propriétés géométriques des données. Si on prend un autre point pour démontrer la fonctionnalité, et on cherche au nouveau un demi-espace qui va contenir le plus petit nombre de points, ça sera un demi-espace avec la probabilité 3 divisé par 161. Et du coup, vous voyez que ce 3 sera bien inférieur à 13 qu'on avait avant, ce qui dit que ce point est beaucoup plus abnormal que l'autre. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est la forme de toute cette fonction de profondeur et où on voit que les points, donc c'est les mêmes points, vous voyez par les lignes, c'est les points rouges qui sont mis sur la surface de cette profondeur. Et donc, on voit une forme comme ça, où on dit que tout ce qui est ici à l'extérieur seront plutôt les observations normales. L'autre notion qui est très importante ici et qu'on peut construire, c'est les contours qui vont décrire les observations normales. Oui. Donc, ces contours, c'est simplement, comme on dit de la terminologie mathématique, ce seront les ensembles de niveaux, upper level sets de la fonction de profondeur avec les propriétés qui sont ressemblées ceux des propriétés de profondeur de données et qui vont refléter la géométrie des données. Donc, pour illustrer, par exemple, ça, c'est un des contours qu'on peut avoir sur les données qu'on avait déjà vues. On peut, par exemple, dire tout ce que l'intérieur est normal, enfin, dépendant des données, dépendant du niveau choisi, et tout ce que l'extérieur est abnormal. Là, on voit tous les contours, donc on a cette possibilité il y a que ces contours, en fait, coïncident avec les ensembles d'animaux qu'on voit ici. Un autre exemple pour voir que ça vraiment reflète la géométrie des données, par exemple, je vous montre ici un nuage de points de 161 points, c'est les mêmes points où j'ai ajouté encore une dimension. On voit pas même que les points sont en 3D, mais si on calcule le contour de profondeur de données, ben on voit quelque chose comme ça. Et
ça, c'est la région de profondeur de dimension, de profondeur 2. Et si on va augmenter la profondeur, donc prendre les ensembles des observations qui sont plus profonds, on reviendra jusqu'à médiane qui multivarié qui va se retrouver comme ça. Du coup, on peut choisir un contour qui nous convient comme contour avec les observations, qui contient les observations normales et dire que le reste sont les anomalies. Ou les candidats pour les anomalies et doivent être vérifiés. Donc ça, c'est ce que je montrais, c'est une possibilité de définir la profondeur. Il y en a plusieurs. En fait, chaque cas a ses propriétés et est utile dans une ou dans une autre situation. Je vais montrer quelques exemples comment ça fonctionne en pratique. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, là, on a cette situation qui est un peu plus réelle, sauf que tout ce que je vais montrer, bien sûr, ici, c'est en dimension 2, mais l'idée, c'est que même si la dimension est supérieure, on ne peut pas visualiser les données du tout, on peut quand même détecter les anomalies. Donc ici, ça, c'est on a utilisé deux profondeurs, projection et simply shell volume, où on voit les points normaux et les points abnormaux. OK, ici, on les voit, mais normalement, on ne va pas les voir, en particulier dans les plus grandes dimensions. Mais par contre, on parle de la différence de profondeur. Donc, on voit que les observations avec les plus petites profondeurs du nuage des points anormaux sont de niveau 0,151, tandis que 0,194, tandis que les observations les plus profondes de nuages des anomalies seront plutôt de niveau 0,151. Donc, on verra par cette gap, par cette différence de valeurs de profondeur, on verra que ce sont les anomalies. De même façon, une autre profondeur où j'ai pris les versions qui ne satisfait pas une des propriétés définies d'une variante, vous pouvez voir qu'en fait, on aimerait bien ajuster ces contours plus. On peut le faire. Donc, c'est simplement un exemple. Donc, ça, c'est un exemple simple. Parfois, on a les autres anomalies qui masquent les anomalies qui nous intéressent. Par exemple, ici, on a, ça, c'est le même situation qu'on avait avant, sauf que j'ai ajouté encore le 25 anomalies qui les masquent. Donc, du coup, c'est ces anomalies ici. Et donc, on applique encore deux notions différentes de profondeur. Donc, projection depth qui fonctionne vraiment bien, et half space depth que je viens de montrer en début. Et on voit en fait qu'on peut détecter les anomalies. Donc maintenant, pour montrer, on voit pas ça parce que ça c'est une dimension 2. On verra qu'est-ce qu'on peut voir pour donner de n'importe quelle dimension. Et du coup, on peut voir les dessins comme ça. Oui. Donc c'est-à-dire là, indépendant de dimension, ça on peut construire ce qu'on fait, on calcule les profondeurs de chaque point et on trie les points par les profondeurs. Et on voit qu'il y a en fait certaines différences. Du coup, on voit que ça, c'est les points normaux. Et là, ce seront les anomalies. Donc, même si je vais éliminer les croix, les plus et les couleurs, on verra quand même qu'il y a une différence où on peut choisir certains seuils. Et de même chose pour l'autre profondeur de données, même si on voit pas bien la différence. Par contre, si on choisit bien le seuil, on va quand même capter la majorité des anomalies. Cette notion de profondeur a plusieurs propriétés qui sont très intéressantes. Ces propriétés de robustesse surtout, elle est très robuste. Ces propriétés d'extrapolation, c'est quelque chose donc robustesse, c'est quelque chose qui ne possède pas souvent les réseaux de neurones. Donc, propriété d'extrapolation qui ne possède pas souvent les méthodes non paramétriques de machine learning, ou explicabilité. On sait qu'en machine learning, en général, aujourd'hui, c'est un grand enjeu et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir au niveau satisfaisant de côté de réseaux de neurones. Donc, comme un exemple, je voulais vous faire une comparaison avec un réseau de neurones qui s'appelle autoencoder et qui est très souvent aujourd'hui utilisé pour la détection d'anomalies. Donc, le cas ici, c'est la question de robustesse. On a les données normales et après, on a les anomalies qui prennent les valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes, ça ne dit pas que ça doit être vraiment très loin. Ce qui se passe dès que les dimensions grandissent, vous pouvez vous imaginer si c'est une image, certaines dimensions, toutes les dimensions les déviations de chaque dimension, peu en peu, va contribuer quand même que l'observation qui est abnormale sera quand même à grande distance des observations. Donc, je regarde deux exemples ici, où à chaque fois, j'ai pris 1000 points et j'ai pris deux dimension 10 et dimension 20. J'ai pris deux autoencoders avec loss L2, genre quadratique, et autoencoder avec loss L1 qui est censé être plus robuste. Et voilà, là, ce sont les architectures des autoencoders. Et aussi, j'ai pris la profondeur de données. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la précision, c'est-à-dire ce qu'on essaie de faire, c'est de donc
pour chaque observation, on donne les degrés d'abnormalité, on les trie par ce degré d'abnormalité, et après, on met un seuil de telle façon qu'on détecte toutes les anomalies. OK? Donc, on rate pas seule anomalie. Par contre, de tout ce qu'on va, enfin, c'est-à-dire si on va détecter toutes les anomalies, on va aussi détecter comme les anomalies, les observations qui sont normales. Donc, les faux positifs. Et c'est quelque chose qu'on veut pas avoir. Et du coup, parmi tous les faux positifs et vrais positifs, ce que vous voyez ici, c'est sur leurs données, c'est justement la portion des vrais positifs parmi tout ce qu'on a détecté comme les anomalies. Donc, on aimerait bien avoir, bien sûr, que 1 ici, c'est-à-dire qu'on a détecté que les anomalies, il n'y a pas de non-anomalies. Et voilà, ce que vous pouvez voir ici, ce sont les box plots de ces valeurs de portion de vrais positifs de tout ce qu'on a détecté comme les anomalies. Donc, le reste, ce sont les faux positifs. Pour les trois méthodes, pour la méthode de autoencoder avec loss L2, L1 et pour la profondeur de données, qui sont présentés sur 50 essais différents pour la portion des anomalies dans les données de traitement, aussi pour portions différentes. Donc, ce qu'on voit ici, que dans les deux dimensions, en fait, autoencoder, il n'arrive pas à le faire parce qu'il est vraiment très distrait par les distributions de Cauchy ou de manière générale par les distributions plutôt extrême. Par contre, la profondeur de données arrive de résoudre la question de détection d'anomalies assez bien, donc presque à 100%, ou avec très, très petites déviations. Donc, après les questions de robustesse, on peut venir sur la question d'extrapolation. Donc, il y a trois, disons, majeures méthodes. Enfin, on peut dire qu'il existe trois majeures méthodes de machine learning pour détection d'anomalies. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, c'est Local Outlier Factor, One Class Support Vector Machine et Isolation Forest. Donc, Local Outlier Factor, c'est la méthode qui se base sur le voisinage mesuré par certaines distances, par exemple, distance euclidienne. Et donc, ce qu'on voit ici, là, on verra cette côté opérationnel de détection d'anomalies. Donc, on voit les données d'entraînement, c'est les points bleus, petits bleus et les croix rouges. Et après, les données de test, c'est les points cyan, donc bleu léger, et les crosses de couleur magenta ou violet. Donc, on met les points de test là où on avait les anomalies, et pour essayer de tromper les machines, on aussi met les points où il n'y avait pas d'anomalie. Donc, Local Outlier Factor, il fonctionne de certaines manières, mais donc, il va fonctionner parce qu'il se base sur voisinage et on est en dimension 2. Donc, dès que dimension va grandir, il y aura curse of dimensionality, flux de dimension, il ne va pas bien fonctionner. Par contre, ici, même en dimension 2, les seules choses qu'on voit, on peut remarquer que même si les anomalies sont ici détectées, donc ça, c'est les groupes des anomalies sur l'échelle de score d'anomalies, quand même, il faut le dire qu'ils distinguent les deux groupes d'anomalies, tandis que il n'y a pas de raison de les distinguer parce que ces points sont pas moins anormaux que les autres. Seulement, ici, il y avait deux anomalies dans l'échantillon d'entraînement. Voilà. Donc, mais par contre, par les scores, ils distinguent ces deux groupes. Pour One Class Support Vector Machine, qui est plutôt pour estimer le support, ici, c'est tout le contraire. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'elle n'arrive pas bien à distinguer les anomalies où il y avait des anomalies parce que de l'échantillon d'entraînement parce qu'elle a pris un petit peu comme portion de possession des données plutôt normales. Par contre, les anomalies, là où il n'y en avait pas, donc là, il n'y a pas de support de données d'entraînement, là, elle va les très bien distinguer. Pour le Isolation Forest, il se trompe. Il va mieux fonctionner dépendant de la localisation des anomalies. Et par contre, ici, il a ses effets. Il y a Extended Isolation Forest qui arrive à compenser pour ces effets, qui marche un peu mieux, mais on a ce problème que Isolation Forest ne va pas arriver à extrapoler les solutions là où il n'y avait pas d'anomalie. Donc, là, si on regarde la profondeur de données, bon, je n'ai pas choisi l'exemple au hasard, c'est ici, la profondeur de données fonctionne, donc elle arrive de détecter les anomalies de l'exemple d'entraînement et de test, et en plus, de l'exemple de test, elle ne fait pas de différence entre les deux groupes des anomalies. Et en troisième, je voulais parler d'explicabilité en utilisant les anomalies. Donc, je reprends l'exemple de début, et maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les directions qui
optimise la profondeur, c'est-à-dire les directions qui regardent vers les anomalies. Et en fait, ces directions, après, ce qu'on peut faire, on peut projeter toutes les données sur ces directions et ça va nous dire quelque chose. Donc, par exemple, normalement, ce dessin, on peut pas voir, on peut le voir en dimension 2. Si les dimensions grandissent, on peut pas le voir. Mais on veut pas simplement détecter les anomalies. Je vous ai déjà montré le dessin qu'on voit sur les scores de profondeur, mais on veut voir d'autres dessins qui vont expliquer les anomalies. Donc, par exemple, ces deux dessins, on peut les voir indépendants de dimension. Donc, ce que c'est que pour toutes les observations, je prends la direction qui m'a fourni, qui regarde sur l'anomalie, qui fournit la direction, le score d'abnormalité, et je vais projeter tout l'échantillon, et ça, c'est ces points que vous voyez sur cette direction. Donc, et je vais trier les points eux-mêmes par la profondeur. Donc, ce que je vois qu'il y a 10 points qui ont de moindre profondeur, et on voit qu'il y a un groupe des anomalies qui se distinguent. Donc, qui sont en plus sur la même distance. Donc, je sais que j'ai un groupe de 10 anomalies, et en plus, ces anomalies, elles sont sur la même distance des données. Je regarde plus proche les directions, et je regarde les produits scalaires qui reflètent les angles entre ces directions, et je vois que pour le même groupe des observations, l'angle entre chaque deux directions est très petit. C'est-à-dire que d'ici, je connais que les anomalies sont à la même distance. Ici, je connais qu'elles sont dans la même direction. Du coup, je sais que j'ai un groupe d'anomalies sur cette distance-là des données normales. Voilà. Et j'ai même les directions qui vont me dire où sont les anomalies. Indépendant voilà. Donc, ces dessins, je peux avoir indépendant de la dimension de données. Les méthodes de profondeur peuvent apparaître, et c'était aussi le cas longtemps, ne pas calculable. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il existe des algorithmes, il existe plusieurs approches, des algorithmes exacts et les algorithmes très vite approximatifs qui fonctionnent vraiment pour beaucoup de données. Par exemple, ici, vous voyez à droite, c'est l'exemple de données en dimension 50. Et on voit quand même qu'on arrive à détecter les anomalies. Donc ici, avec certaines méthodes, on arrive à détecter toutes les anomalies. Ici, on peut pas détecter toutes les anomalies du 50 parce que les distances deviennent tellement grandes qu'on peut plus les distinguer, mais on arrive quand même à détecter une grande partie des anomalies. C'est quelque chose qui est très souhaitable quand même en finance. Donc si on parle de 10 ou 15%, c'est déjà pas mal. Concernant la vitesse aussi, la référence, la partie statistique, donc, on peut faire du subsampling, c'est-à-dire on peut calculer la profondeur par rapport à un sous-ensemble de données, on va quand même réussir de détecter les anomalies. Donc, je vais maintenant conclure ce que j'ai utilisé mon temps. Donc, les méthodes de profondeur sont un outil assez puissant pour la détection d'anomalies. Aujourd'hui, on a plutôt les méthodes qui permettent de les calculer. Et comme vous avez vu de cette présentation, mais enfin, ça fait 20 minutes, il y en a plus, d'aspects qui doivent être pris en compte en cas si on applique la détection d'anomalies pour les profondeurs pour la détection d'anomalies. Et bien sûr, je voulais donner un disclaimer, c'est que le but de cette présentation n'est pas dire que les profondeurs de données, c'est quelque chose que vous pouvez toujours utiliser pour les anomalies, mais plutôt j'ai essayé de vous montrer les cas où cette méthodologie est avantageuse par rapport aux autres si on veut détecter les anomalies. Mais bien sûr qu'il y a des cas où c'est pas forcément la bonne chose à faire et où les autres outils vont aussi fonctionner. Donc, merci pour votre attention et je pense qu'on a le temps peut-être pour une question.